Donc, je vais présenter avec vous les antiémétiques et les antispasmodiques, les spasmolytiques, que c'est la dernière séance pour le module CC2, médicaments des affections digestives et hépatiques. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez m'envoyer par l'option chat et on va essayer que le cours soit un peu interactif. Donc, dans ce cours, on va voir ensemble les étiologies des vomissements, le mécanisme physiopathologique, la pharmacologie, c'est-à-dire les médicaments ayant un effet antiémétique, et la conduite des traitements. Donc, vous me suivez, je veux avoir un feedback. Est-ce que vous suivez l'écran, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Bien. Donc, c'est quoi la nausée? Ce sont une sensation subjective, désagréable, non douloureuse, provenant du tract digestif. Donc, elle est associée ou non au besoin de vomissement. Donc, l'étiologie des vomissements, c'est la gastroentérite, généralement, surtout pour les enfants de moins de 2 ans. Chaque fois qu'ils ont une gastroentérite, elle est associée à des vomissements. Ceci posera un problème, comme on va le voir, parce que la plupart des médicaments sont contre-indiqués pour les enfants de moins de 12 ans. Les médicaments sont la principale étiologie des vomissements. Et ici, on parle surtout des médicaments anti-hypnotiques. Les médicaments anti-hypnotiques provoquent des vomissements et on peut distinguer les médicaments hautement émétiques, faiblement émétiques et moyennement émétiques. Et il y a des protocoles bien établis pour le traitement des vomissements chimio-induits, c'est-à-dire les vomissements induits par les médicaments qui induisent le vomissement, les médicaments anti-émétiques et les médicaments antimitotiques. À part les médicaments antimitotiques, on trouve surtout la théophilie et les digitaliques. Parmi les signes précoces d'une intoxication digitalique, les vomissements. Donc, une personne qui est en train de prendre les digitaliques et qui présente des signes de vomissement, on doit toujours soupçonner une intoxication au digitalique. Et c'est très important parce que les digitaliques sont des médicaments à marche thérapeutique étroite. Ensuite, on trouve les antibiotiques comme l'érythromycine et les aminosides, la colchicine qui est un médicament anticoaguleux, les dérivés de l'ergot sec, la lévodopa, les opiacés moins fréquemment et les salicylés et la quinine moins fréquemment. Donc, pour les médicaments, surtout, ce sont les médicaments antimitotiques, les thiophylline et les digitaliques. La colchicine provoque plusieurs problèmes gastriques, tels que les douleurs gastriques, les diarrhées et entre autres les vomissements. La grossesse provoque aussi des vomissements, des nausées et des vomissements. On parle dans ce cas de nausées et vomissements qui sont physiologiques. Et généralement, ces nausées et vomissements disparaissent après la première semestre de grossesse, c'est-à-dire après 3 mois. Donc, d'autres étiologies sont moins fréquentes, comme l'occlusion intestinale, l'hypertension intracrânienne, la migraine avec la migraine, on peut avoir des vomissements et des nausées, le mal de transport. Certaines personnes expriment la sensation de nausée lorsqu'ils prennent le transport, surtout le transport maritime. L'acidocétose diabétique, en cas d'intoxication d'acidocétose diabétique, on peut avoir des nausées et des vomissements. Et les nausées et vomissements post-opératoires. Donc, le mécanisme, dans ce que je viens de dire, il faut surtout savoir quels sont les médicaments qui provoquent les nausées et les vomissements. Le mécanisme physiopathologique, la nausée, c'est une prise de conscience de besoin de vomir. Donc, il y a une diminution du tonus gastrique, inhibition du péristaltisme intestinal, une contraction du duodénum et un réflexe du continu intestinal. Le deuxième mécanisme, c'est l'eau de cœur. Et à la fin, le vomissement, qui est
concrètement l'expulsion du contenu gastrique par les contractions des muscles abdominaux. Donc, comment est régulé les nausées et les vomissements? Donc, les nausées et les vomissements sont régulés au niveau central. Et au niveau central, on a surtout deux centres. Le centre de vomissement et la zone chémoréceptrice. Monsieur, Oui. le haut cœur, شنو هو؟ haut cœur. Le haut corps, c'est le mouvement synchronisé du diaphragme. C'est le processus du nausée et du vomissement. Mais l'autre, تحس النوزيه بعد تحس معناها قريب ترد. Mais le glotte il est fermé, donc il n'y a pas le phénomène d'éjection. Le glotte, c'est un muscle lisse qui se trouve au niveau derrière le pharynx, donc il est fermé. Donc cette sensation ennuyeuse et indésirable de vomir. Et la fin, c'est le vomissement, bien entendu, le vomissement qui est l'expulsion du contenu gastrique. Donc, le mécanisme n'a pas, c'est pas à apprendre, c'est juste pour savoir. Donc, je reviens au niveau du bulbe rachidien, c'est-à-dire au niveau de central. On a deux centres de vomissement. On a le centre de vomissement et la zone chémioréceptrice. Donc, نشوفهم هنا نكبر شوية. Donc, ici, on a la zone chémoréceptrice et le centre de vomissement. Donc, ce ne sont pas des centres, ce sont pas des tissus bien spécialisés. C'est pas, lorsqu'on dit centre, ça ne veut pas dire comme lorsqu'on dit l'hypothalamus, c'est un organelle ou une structure bien définie. Mais ce sont surtout les récepteurs qui se trouvent dans cette zone, et on a appelé cette zone le centre de vomissement ou la zone chémoréceptrice. La zone chémioréceptrice, elle a l'avantage de ne pas être protégée par la barrière hémato-encéphalique. Et du coup, elle est en contact permanent avec les médicaments chimotoxiques qui se trouvent dans le sang. Donc, si on prend une substance toxique, s'il y a des toxines dans le sang, s'il y a des stress oxydatifs, etc., c'est cette zone qui va détecter ce stimulus et qui va ensuite le passer au centre de vomissement. Donc, pour le vomissement, on reçoit le vomissement par deux types de stimulation. Une stimulation centrale et une stimulation périphérique. Donc, la stimulation centrale, c'est le CTZ. CTZ derrière, où je mets le curseur. Donc, c'est le CTZ. On a le cortex, tout le cortex, l'hypothalamus, le thalamus, qui ce sont les zones centrales qui vont acheminer l'influx ou l'information de vomissement au niveau du centre de vomissement. Et après, il y a les stimulations périphériques. Les stimulations périphériques, surtout émanant des nerfs afférents, essentiellement vagaux, mais aussi intestinaux. Donc, le mécanisme, c'est périphérique et central, mais l'intégration de l'information se fait au niveau central et c'est le centre de vomissement qui va provoquer le vomissement proprement dit. C'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, si on va continuer, on a le stimulus qui va provoquer le vomissement, l'input, l'intégration et l'output. L'output, c'est le vomissement. Donc, en fonction du stimulus, on aura des récepteurs qui sont impliqués ou non dans le vomissement. Par exemple, ici, dans le mal de transport, le motion sickness, les récepteurs qui sont impliqués, c'est le H1 et les récepteurs muscariniques.
Mais l'intégration se fait surtout au niveau du CTZ. Et au niveau du CTZ, on trouve les récepteurs NK1, les récepteurs dopaminergiques type 2 et les récepteurs 5-HT3, sérotonergique 3. Et au niveau du centre de vomissement, on a les récepteurs muscariniques. Lorsqu'il s'agit d'un stimulus qui est des toxines ou des médicaments, donc le sang, comme comme le CTZ, il n'est pas protégé par la barrière hémato-encéphalique, le sang va acheminer cet influx, cet stimulus, cette information au niveau des CTZ. Le CTZ, par ses récepteurs, va intégrer l'information, il va la transmettre au centre de vomissement qui va provoquer le vomissement proprement dit. Et au niveau périphérique, on a le nerf vagal et les viscères afférentes. Donc, en fonction des récepteurs qui se trouvent dans ces zones, on va trouver la pharmacologie des antiémétiques, les médicaments qui agissent comme antiémétiques. C'est-à-dire, au niveau des CTZ, les médicaments qui vont agir sont des médicaments antidopaminergiques. L'aprépétant, qui sont les médicaments anti-NK1, et les antagonistes des C30, qui sont les antagonistes de 5-HT3. Au niveau vestibulaire, ce sont surtout les médicaments antagonistes des récepteurs H1. Donc, pour le mal de transport, les médicaments utilisés contre les vomissements induits par le mal de transport, ce sont les anti-H1. Les médicaments qui vont être utilisés pour les vomissements induits par les médicaments chemotoxiques et les toxines et les médicaments contre le cancer vont être des médicaments ou bien NK1, anti-NK1, anti-D2 ou anti-5-HT3 qui vont agir tous sur le centre de vomissement par l'intermédiaire du CTZ. Donc, centre de vomissement, eux, ils vont agir sur les CTZ, ils vont inhiber l'influx, l'intégration au niveau du centre de vomissement. Donc, comme vous voyez, ce schéma résume un peu la physiopathologie et le mécanisme et les antiémétiques. Donc, les antiémétiques, on a les H1, les anti-H1 qui vont agir au niveau vestibulaire. Les antidopaminergiques, antisérotonergiques et les aprépitants vont agir sur le CTZ. Les cétons vont agir aussi au niveau des viscères afférents, c'est-à-dire au niveau périphérique. Et les antimuscariniques vont agir directement au niveau du centre de vomissement. Qu'est-ce que معناه aprépétant? L'aprépétant, ce sont les anti-NK1. Ce sont les médicaments anti-NK1. Ou les cétrons, ce sont les médicaments anti-5-HT3. Donc, la pharmacologie. Les antiémétiques agissent comme inhibiteurs au niveau des récepteurs des neuromédiateurs, donc impliqués dans le réflexe de vomissement, situés que ce soit au niveau central ou périphérique. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on peut distinguer différentes classes. Les antagonistes dopaminergiques, anti-D2, antagonistes sérotonergiques, anti-5-HT3 ou les cétrons, les antihistaminiques, anti-H1 et autres. Autres, c'est-à-dire les glycocorticoïdes, les benzodiazépines, les antagonistes NK1, l'aprépétant et les anticholinergiques. Donc, pour les antagonistes dopaminergiques, on va distinguer deux molécules, le dompéridone et le métoclopramide. Ce sont deux antagonistes dopaminergiques qui agissent au niveau des récepteurs D2 au niveau du CTZ, récepteur trigger zone. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la différence entre ces deux médicaments, c'est que le dompéridone ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique ou traverse très faiblement la barrière hémato-encéphalique. Par contre, le métoclopramide, il peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Et du coup, le dompéridone n'a pas les effets indésirables, type dyskinésie tardive, qu'on va le trouver avec le métoclopramide.
Par contre, le domperidone, il va provoquer un allongement de l'espace QT à l'électrogramme. Il va provoquer des arythmies ventriculaires graves. Donc, on va commencer avec le domperidone. Le domperidone, la spécialité connue, les motulium. Il se trouve sous forme de comprimé de suspension buvable. Donc, il ne va pas provoquer les signes extrapyramidaux, mais il va provoquer surtout l'allongement de l'espace QT. Donc, il faut faire attention. Il convient de ne pas prendre les médicaments qui vont provoquer des arythmies cardiaques, comme les corticoïdes qui vont provoquer une hypocalémie à long terme, les médicaments, les facteurs de risque comme la bradycardie, et tous les médicaments qui provoquent l'allongement de l'espace QT, comme كيف ما تشوفوا في الكوفيد كما l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, etc. Donc, en ce qui concerne le domperidone, oui, شنو هو l'espace QT؟ c'est l'espace QT au niveau de l'électrocardiogramme. Donc, في l'électrocardiogramme, il y a un espace entre Q et T. Donc, l'allongement de cet espace, quand vous faites في الphysiologie qui chauffe l'électrocardiogramme, il y a le QT-T. Donc, s'il y a un allongement de l'espace QT, l'intervalle QT, c'est-à-dire qu'il y a une arythmie cardiaque. D'accord, merci. Rien. Donc, ce qu'il convient à noter que la haute autorité sanitaire au niveau, qui est la haute autorité de santé en France, elle recommande une posologie maximale de 30 mg par jour et une durée inférieure à 7 jours. Donc, pour limiter au maximum les effets indésirables de la domperidone. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, donc فوق الHAS, فوق l'haute autorité de santé, l'Union européenne a l'Agence européenne des médicaments, et هي جمع toute l'Union européenne. Donc, elle a restreint son utilisation uniquement pour les nausées et vomissements. Pourquoi? Parce que ces médicaments qui sont des antagonistes des deux, ils sont aussi des prokinétiques. Prokinétiques, c'est-à-dire ils stimulent la motricité gastrique. Et donc, ils seront utilisés dans d'autres indications comme le reflux gastro-œsophagien. Et vu les effets indésirables, son utilisation elle a été restreinte uniquement pour les nausées et vomissements. La FDA, qui est le Food and Drug Administration, c'est la haute autorité sanitaire au niveau des États-Unis, elle n'a pas approuvé le domperidone. Donc, la haute autorité sanitaire, elle a jugé que le risque de l'utilisation de la domperidone, il est supérieur aux bénéfices. Et donc, elle a interdit, elle a retiré toutes les AMM de la domperidone. En Tunisie, ce qu'on a, on a la DPM. Et la DPM, elle a suivi plus ou moins les recommandations de la haute autorité sanitaire et elle a restreint aussi l'utilisation uniquement pour les nausées et les vomissements et surtout pour les adolescents de plus de 12 ans et pesant plus de 35 kg. Et il doit être évité chez les femmes enceintes et les sujets âgés de plus de 60 ans. Donc ici, il faut noter que quand تشوف الموتيليوم ولا حتى البرامبيرون تلقاو une spécialité, femme à la spécialité enfant. Donc femme à spécialité adulte, femme à spécialité enfant. Ces recommandations, ce sont des recommandations, mais il a encore la main pour être utilisé pour les enfants. Donc d'une part, il a la main, d'autre part, femme à la contre-indication ou la note émise par le DPM qui laisse un peu le pharmacien officinal dans une contrainte. Lorsqu'un pharmacien officinal reçoit une prescription de la part d'un médecin pour un enfant qui contient la domperidone, donc il يلقى روحه عنده la même والميدسان يقول له اعطي donc يعطي ولا ودين autre part عنده نوت من الدي بي ام تقول له ما تعطيش.
Donc, le domperidone est métabolisé et inactivé par le cytochrome P450. Donc, il faut se méfier par les interactions médicamenteuses, c'est-à-dire les médicaments qui inhibent le cytochrome P450 peuvent augmenter la quantité de domperidone et donc peuvent entraîner la survenue de ces effets indésirables type extrapyramidaux. Je vais essayer de vous montrer la note de la DPI. Je vais partager avec vous l'écran. Compartir pantalla. Donc, la note émise par la DPI. La note elle a été mise en 2019. C'est très récent, en 2019. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la note? Est désormais indiquée pour le soulagement des symptômes type nausée et vomissement uniquement chez l'adulte et l'adolescent âgé de 12 ans et plus de 35 kg. L'indication chez les enfants a été supprimée en raison de rapports bénéfices-risques défavorables dans cette population. La suspension buvable ne contiendra plus de seringue. Le résumé des caractéristiques des produits et des médicaments contenant de la domperidone sont en cours d'utilisation. La dose est limitée à 30 mg jusqu'à 3 fois par jour et ne doit pas dépasser normalement 7 jours. Pourquoi? Parce que ces médicaments peuvent provoquer un allongement de l'espace QT et surtout, il faut prendre, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance hépatique, de pathologie cardiaque, d'interaction médicamenteuse avec des médicaments allongeant l'espace QT et les inhibiteurs puissants de cytochrome 3 à 4. Donc, plus ou moins, on a repris, on s'est aligné aux recommandations de la FDA, de l'Haute Autorité Sanitaire et de l'EMA. Donc, je reviens au cours. Oui. معناها تو الفارماسيان يعطيه دومبيدون الصغير كي يبدا الميدسان ابرسكري دومبيدون ولا لا؟ هو توا فما دي فارماسيان يجي يقول لك انا ما نعطيش شيء وفما نوتر فارماسيان يعطي. اما انت كي يديك بريسكريبسيون وتكلم الميدسان ويقول لك اعطيه ما نعرفش نو سو كا على خاطر on va voir aussi que la méthoclopramide elle est un contre-indiqué chez les enfants de moins de 12 ans. Et le méthopimazine elle se trouve pas en Tunisie. Et les cétrons sont uniquement des spécialités hospitalières en Tunisie. Donc, les spécialités officinales des cétrons n'existent pas en Tunisie. Donc, le médecin يلقى روحه ما عندوش une alternative. Ou c'est lui qui doit juger le tableau de l'enfant. L'enfant il a des vomissements, un risque de déshydratation ou la réhydratation ne fait pas l'affaire. Donc, je cours le risque qu'on attire. Donc, c'est la décision personnelle du pharmacien. هو اللي واحد يعطي واحد ما يعطيش معناها كل واحد comment on va juger la situation. وكيف الفارماسيان باش يجي كيفاش الفارماسيان باش يعطي ولا ما يعطيش؟ شنو الديسيزيون؟ كيفاش فيه الديسيزيون؟ على حساب شنو؟ الميدسان جاب كل شيء. هو ينجم يكلم le médecin ومن بعد il discute avec le médecin en fonction de la situation, décide ou non de donner le domperidone. Ok, merci. Ouais. Donc, le méthoclopramide, le prampiron, il passe plus facilement la barrière hémato-encéphalique et donc il provoque des dyskinésies aiguës et tardives, surtout chez l'enfant. À mon propre point de vue, chez un enfant, le méthoclopramide est plus néfaste ou plus risqué que le domperidone. Le méthoclopramide peut provoquer une dyskinésie tardive et cette dyskinésie tardive peut être provoquée par un traitement à court terme et peut être aussi irréversible. Alors que chez l'enfant, les pathologies cardiaques sont moins fréquentes. Arythmie cardiaque chez un enfant, c'est moins fréquent que chez une personne âgée. Donc, le méthoclopramide agit également sur les récepteurs de la sérotonine, 5-HT4, qui sont responsables de l'augmentation de la motricité intestinale.
Donc, comme je viens de le dire, c'est aussi un prokinétique. En France, le méthoclopramide est réservé à l'adulte et sa prescription, elle est chez les enfants de moins de 18 ans, elle est contre-indiquée. معناها كنشوفوا الدومبيريدون inférieur à 12 ans, هنا inférieur à 18 ans, على خاطر le risque vraiment il est على خاطر le risque ici il est très important. Des effets indésirables cardiaques sont aussi observés. Oui. Monsieur, سامحني مش العكس normalement خاطر في الدامبيريدون contre-indiqué chez moins de 12 ans وهنا moins de 18 ans معناتها الدامبيريدون هو الأخطر. هنا il est contre-indiqué inférieur à 18 ans. Donc je معناها inférieur à 18 ans معناها حتى ال 14 وال 15 ans ما ينجموش ياخذوه. على خاطر le risque de dyskinésie il est très sérieux. وفي الاخر inférieur à 12 ans معناها 13 وال 14 وال 15 ينجموا ياخذوه. حتى il n'y a pas le risque de dyskinésie. Le risque d'arythmie il est moins fréquent chez cette tranche d'âge. واضح؟ Monsieur, merci. De rien. Donc, les contre-indications sont un historique de dyskinésie tardive, l'épilepsie et les médicaments qui peuvent provoquer des symptômes extrapyramidaux. La métopimazine, le Voganen, il n'existe pas en Tunisie, mais c'est un antagoniste anti-D2. Et comme c'est un antagoniste anti-D2, il traverse aussi très peu la barrière hémato-encéphalique. Mais on peut imaginer qu'il aura les mêmes effets indésirables que ceux de la métoclopramide. Donc, le médicament il est un peu nouveau par rapport au métoclopramide et par rapport à la dompéridone. Mais même si on regarde les recommandations nouvelles, en 2019, l'autorité sanitaire, il faut se méfier. Il faut réduire la dose à 30 mg par jour, il faut éviter de le donner chez les enfants, etc. etc. Les effets indésirables dans cette classe de médicaments, ce ne sont pas des effets indésirables qui sont liés à la molécule elle-même, mais ce sont des effets indésirables liés au mécanisme d'action. Les récepteurs D2 au niveau central, si on va les antagoniser, automatiquement on va provoquer une dyskinésie. Donc, les antagonistes 5-HT3. Donc, les antagonistes, oui. مسيو توكي يبدا عندي اني دومبيريدون والميتوكلوبراميد شكون بيناتهم زوز نختار؟ انا جبت pour la dompéridone pour les enfants. D'accord. لا سامحني. اي pour les enfants جبت pour la dompéridone. D'accord. ما خاطر واحده ريسك داريتمي والاخرى ديسكينيزي دونك ايه اما ce que je vois انا نجم نكون غلط. C'est mon propre avis que la dompéridone, le risque d'arythmie chez l'enfant, il est moins fréquent que le risque de dyskinésie. مثلا كنشوفوا الFDA قالت لك الدومبيريدون non, quel que soit ما فما حتى utilisation, tu peux pas l'utiliser. ما عندوش العامل aux États-Unis et au Canada aussi. Et surtout معناها احنا ديما oui. معناها ديما يبقى شوا عند الفارماسيان بارابورشون باش يعطي معناتها. هو le pharmacien il a pas le choix على خاطر le pharmacien il est sont des médicaments tableaux. Donc ما نجمش يعطيهم كونتر كونسي. لكن le médecin s'il va donner le médecin il va donner je pense que il va donner le dompéridone pour un enfant mieux qu'il va donner le métoclopramide. D'accord. Merci. Rien. Monsieur, oui. Monsieur, خاطر الميتوكلوبراميد عنده des effets indésirables cardiaques. Oui. معناتها عنده cardiaque ou dyskinésie donc هو c'est pire. Oui, mais les effets cardiaques ils sont absorbés plus avec le dompéridone qu'avec le métoclopramide. Oui, monsieur, ou pour un adulte شكون خير؟ Pour un adulte, j'opterais pour la métoclopramide.
Pourquoi? Parce qu'il y a moins de risques d'arythmie cardiaque. Ben, merci. De rien. Donc, les antagonistes 5-HT3, oui. Pour une femme enceinte, méthoclopramide ou le domperidone. Pour la femme enceinte, باش نجيوها تو. باش نجيوها من بعد في la fin du cours. En plus, si vous voulez, je vais vous mettre tout le document de 2019 de la Haute Autorité Sanitaire. C'est un document de 17 pages qui explique plus ou moins les utilisations des méthoclopramide et domperidone. أنا في الكل حطيت لكم l'essentiel, mais vous pouvez, si vous voulez, voir l'information complète, نحطها لكم في l'espace du cours comme un annexe. اللي يحب يشوف ينجم يعمل عليها طلع. On passe pour les médicaments cytotoxiques. Les médicaments cytotoxiques comme la cisplatine et la doxorubicine sont des médicaments hautement émétisants et vont provoquer une libération de sérotonine du type digestif. Et la sérotonine, comme on l'a vu, elle va agir sur le récepteur 5-HT3 déterminaison vagale et va provoquer des vomissements incoercibles. Au niveau périphérique, le récepteur 5-HT3. Donc, les médicaments cytotoxiques, ils vont provoquer la libération de 5-HT, de sérotonine, de prostanoïdes, de radicaux libres, qui vont agir sur les récepteurs, les VCR afférents. Au niveau des récepteurs 5-HT3, ils vont provoquer le vomissement. Et ces vomissements sont très gênants pour les patients. ساعات واحد يوصل يبطل حتى son traitement anticancéreux juste على خاطر ما عادش ينجم les vomissements. Donc les antagonistes spécifiques des récepteurs 5-HT3, ils ont l'ondansetron, le granicétron, le tropicétron et le dolacétron, sont les médicaments les plus efficaces pour les traitements des nausées et vomissements chez l'individu et post-opératoires chez l'enfant et l'adulte. En Tunisie, on a deux cétrons, l'ondansetron et le granicétron. Donc ces médicaments sont très intéressants parce que d'une part, ils sont efficaces contre les nausées et vomissements, sont les traitements de première intention contre les nausées et vomissements chimio-induits, mais ils se sont montrés aussi efficaces contre les autres nausées et vomissements. كنرجعوا للشيما الأولاني نشوفوا les récepteurs sérotoninergiques se trouvent au niveau aussi du CTZ. Le CTZ, elle intègre toutes les informations. Du coup, ils sont aussi efficaces pour le mal de transport, les vomis, et tous les autres types de nausées et vomissements. تشوفوا 5-HT3 نلقاوها هنا. C'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. monsieur قلت الافيكاسيتي نتاعها طالعه خاطر نلقاوها في السي تي زد وين زاده؟ نلقاوها au niveau périphérique au niveau central, mais surtout au niveau central au niveau du CTZ. ما قلناش l'efficacité نتاعها طالعه, mais on va dire que là moins d'effets indésirables que les autres classes. C'est-à-dire les effets indésirables sont, comme vous voyez ici, sont limités à des céphalées légères, une constipation et une augmentation transitoire des transaminases. On a les effets indésirables cardiaques, on n'a pas les effets indésirables type dyskinésie tardive, etc. Malheureusement, en Tunisie, oui. جوست نقولوا نورمالمون اللي هي معناتها ماهيش موجوده في النيفو سنترال معناتها بعد البي اش او ديك علاش موان دي في انديزيرابل. ما فهمتش كيستيون. يعني ال 5 اتش 3 هذه ماهيش موجوده في البي اش او معناتها لي ميديكامون هذوما ما نديباس با لا بارير هيماتوانسيفاليك هذاك علاش موان دي في انديزيرابل. لا مش بالضروره. أما معناها كيف ما شفنا بكري نرجع لك لهنا
Donc, les antagonistes dopaminergiques, les domperidone ne passent pas à travers l'hémato-encéphalique. Ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Le méthoclonazine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. C'est surtout lié à leur mécanisme d'action. C'est pas lié à passe ou ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, les récepteurs 5-HT3 sont surtout localisés au niveau du CTZ, ou maintenant chez d'autres effets que d'induire le vomissement. N'agissent pas, le récepteur n'a pas d'autre effet. Déjà, CTZ déjà mieux protégé par la barrière hémato-encéphalique. Oui, Déjà, donc. oui, c'est ça. Le CTZ, il est en contact avec le sang, périphérique. Donc, l'intéressant dans ces médicaments, c'est qu'ils ont très peu d'effets indésirables et qui sont très efficaces pour les nausées et vomissements chimio-induits. On a les antihistaminiques. Et les antihistaminiques H1 sont surtout utilisés dans le mal de transport. On a la diphénhydramine notamine est la spécialité la plus connue. Donc, les médicaments les antihistaminiques, quels sont H1, quels sont leurs effets indésirables? Je connais Najim Kolli. Anti-H1. Allergie. Qui fait? Sédatif. Sédatif, très bien. Donc, l'effet indésirable le plus important, c'est la somnolence. C'est la somnolence. Donc, il faut les interdire chez les conducteurs de véhicules. Ils sont contre-indiqués chez les conducteurs de véhicules. Ils peuvent provoquer aussi des céphalées. Donc, les céphalées et le sommeil. Ils induisent le sommeil. Ça dépend de la première génération à la deuxième génération. La diphénhydramine, c'est la première génération. Il induit des céphalées. Il induit la somnolence. Donc, on a les antagonistes des récepteurs de type 1 onorokinine. Donc, les neurokinines, ils sont aussi utilisés pour les nausées et vomissements chimio-induits et qui sont retardés. Alors, les nausées et vomissements, on trouve ceux qui sont dans la phase aiguë et qui se trouvent dans les 24 heures après la chimiothérapie. Ou dans ce cas, on va utiliser les cétrons. Mais il y a aussi des nausées et vomissements qui sont retardés, qui arrivent après 2 à 5 jours. Et ces nausées et vomissements, les cétrons sont moins efficaces contre ces nausées et vomissements retardés. Et du coup, ici, on va utiliser les neurokinines, les anti-NK1, comme la prépitant. Donc, la prépitant est surtout utilisée avec la dexaméthasone, qui est un corticoïde. On a les anticholinergiques. Les anticholinergiques, on a le centre de vomissement. On va les trouver dans le centre de vomissement. Donc, normalement, on va penser qu'ils sont les plus efficaces. Par contre, ils ont beaucoup d'effets indésirables qui limitent leur indication. Donc, on va trouver surtout la scopolamine, et qui est utilisée par voie percutanée. Donc, ce sont surtout des patchs et qui sont utilisés pour le traitement de mal de transport. La butyléocine, le buscopan, il est utilisé pas comme antiémétique, il a des indications antiémétiques, mais il est utilisé surtout comme spasmolytique. Parce que les anticholinergiques ont aussi un effet antispasmodique. On trouve aussi les corticoïdes, avec colfi autre. Les corticoïdes, le mécanisme d'action n'est pas très connu. Mais ils sont très efficaces contre les nausées et vomissements chimio-induites. Les nausées et vomissements chimio-induites, ça met tout un protocole bien connu où on trouve les cétrons et les corticoïdes. On peut trouver aussi utilisés comme antiémétiques les benzodiazépines. Les benzodiazépines n'ont pas une action antiémétique en elles-mêmes, mais leur effet anxiolytique et sédatif permet un peu de diminuer les nausées et vomissements chimio-induites anticipés. Anticipés, ceux qui surviennent avant la chimiothérapie.
Donc, chez certains patients, قبل les séances de chimiothérapie, il commence les nausées et vomissements. Donc, dans ce cas, les benzodiazépines, par leur effet anxiolytique et sédatif, vont diminuer cet effet, vont diminuer les nausées et vomissements chimio-induits. Et les cannabinoïdes, ils ont montré des effets antiémétiques, mais ça reste dans l'étape de recherche expérimentale. Donc, il n'y a pas jusqu'à maintenant des médicaments, des cannabinoïdes qui ont des indications antiémétiques. Donc, pour résumer, les antiémétiques, on a les antidopaminergiques. Mais les antidopaminergiques sont limités par leur effet indésirable. Il faut surtout savoir leur conduite de traitement. Donc, pour le domperidone inférieur à 12 ans, pour le métoclopramide inférieur à 18 ans, il ne faut pas dépasser 7 jours de traitement, il ne faut pas dépasser la dose de 30 mg par jour. L'indication unique est les nausées et vomissements, etc., etc. Donc, de ce que l'on a vu. Il y a les cétrons. Les cétrons peuvent être utilisés, sont les traitements de première intention pour les nausées et vomissements chimio-induits, mais ils sont efficaces contre les autres nausées et vomissements. Et ils ont très peu d'effets indésirables, que c'est limite à des céphalées et des effets gastriques. Il y a les antihistaminiques H1 qui sont utilisés comme première intention pour les traitements des nausées et vomissements induits par le mal de transport. On parle de mal de transport. On colle au mal de transport, mal de nausées et vomissements dus au mal de transport. On trouve aussi, on a aussi les anticholinergiques, les corticoïdes et comme autre médicament, les aprépitants, l'aprépitant qui est utilisé pour les nausées et vomissements tardifs, chimio-induits tardifs, et les cannabinoïdes. Donc, la conduite de traitement. Je vais prendre ici trois situations. Trois situations où on trouve les nausées et vomissements fréquentes. La première, c'est nausées et vomissements gravidiques, c'est-à-dire chez la femme enceinte. Les nausées et vomissements chimio-induits, et les nausées et vomissements liés à la gastro-entérite. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question. صوتك بعيد راه مش نافع بالبيه. Les nausées post-opératoires. ايه. شنو نعملوا؟ Les nausées post-opératoires. Femme les corticoïdes qui sont très efficaces ou femme les cétrons. Merci, monsieur. De rien. Monsieur, je معناتها vomissement de mal de transport. المال دو ترانسبور معناها واحد كي يركب في بطو ولا في كار ولا في كرهبه يجيو لي نوزي دو فوميسمون. برشا عباد يركب في لواج ولا في كرهبه يولي يرد. Donc pour éviter ça, en préventif ياخذ un anti-H1 ويسافر على روحه. Merci. De rien. Donc pour les nausées et vomissements gravidiques, les femmes enceintes, les 3 premiers mois de grossesse, presque 50 à 80 des femmes enceintes ont des vomissements. Ces vomissements sont physiologiques et bénins. Par contre, chez 0,3 à 3,6%, ils peuvent être une véritable pathologie de grossesse. On parle ici d'une autre maladie qui s'appelle l'hyperémèse gravidique. L'hyperémèse gravidique, c'est une urgence. La femme enceinte, comme chez le médecin, on trouve tout un traitement. Pour les nausées et vomissements physiologiques, les bénins, on préfère pour la femme enceinte un traitement non pharmacologique. Il y a le gingembre, zanjabil. Donc, le zanjabil, il peut être, on peut le trouver comme un تشريب ou تعملوا infusion تشربوا وزادة تنجم كcomplément alimentaire. Pour les traitements médicamenteux, à mon avis, en deuxième intention avec les traitements non pharmacologiques, on peut utiliser la doxylamine et le métoclopramide. On peut aussi utiliser le métoclopramide, il peut être utilisé, mais quand on a les recommandations de l'autorité sanitaire, il faut éviter chez la femme enceinte. Comme d'autres médicaments, les antihistaminiques, les phénothiazines et les corticoïdes.
Mais généralement, avec les médicaments, les traitements non pharmacologiques, avec le repos, la femme enceinte avec des règles hygiéno-diététiques, qui تاكل fractionné plusieurs fois par jour. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut se reposer après la nourriture, après les repas. Donc tout ça va limiter l'apparition des nausées et vomissements chez la femme enceinte. Monsieur, Oui. monsieur, معناها lequel on doit le donner en première intention في هذا من الفم enceinte? Lequel c'est le doxylamine et après le métoclopramide. Mais généralement, chez la femme enceinte, les vomissements physiologiques lors des 3 premiers mois de grossesse, on ne donne pas un traitement pharmacologique. On donne des règles hygiéno-diététiques ou parfois un traitement non pharmacologique. وتستنى المرأة تستحمل شوية les premiers 3 mois اللي تتفرج. Monsieur, معناتها traitement médicamenteux للكام تاع الhypémérèse gravidique. Non, l'hypermérèse gravidique, c'est une urgence. Un traitement, c'est plus poussé que ce qu'on vient de dire. Tu as le métoclopramide en intraveineux, tu as la hospitalisation, etc. Tu as les corticoïdes. Donc, ما حكيناش عليه هذاك. نحن نحكيو على الفيزيولوجيك. الفيزيولوجيك تاخذ دوكسيلامين، تاخذ ميتوكلوبراميد، تاخذ نوتامين. Et après tout, notamine, تنجم ترتاحها معناها comme un anti-H1. Ou sinon, le traitement non pharmacologique, c'est le traitement, c'est ce qu'on va privilégier. Monsieur, métoclopramide, ما فيهش effet indésirable type extra-pyramidal للفم enceinte. العباد الكل مش كاين الفم enceinte. Mais dans ce cas, il faut limiter la dose. ما تفوتش 30 mg un seul jour. Et c'est avec علاش قلت il faut surtout ne pas donner de traitement médicamenteux chez la femme enceinte. D'accord. ودايوغ ما عمري انا اللي شفت ان جينيكولوج اللي عطاها الفام انسانت لا ميتوكلوبراميد ولا جينيرالمون يعطيوها نوتامين ولا يقولوا لها قم بشويه بشويه وتتنحى وحده وحده. car c'est physiologique en fin de compte. Donc pour les nausées et vomissements chimio-induits, les nausées et vomissements chimio-induits, فما tout un protocole thérapeutique. معناها هنا فما كيف ما شفنا par exemple في الألسير غاستريك عندك شيما ثيرابوتيك كيفاش تتبعوا باش تعرف لو تريتمون كو تو فا دوني. فما tout un algorithme زاد في les nausées et vomissements. L'algorithme تلقى فيه type de vomissement anticipatoire ولا retardé, تلقى فيه le médicament qui est utilisé. Alors فما des médicaments qui sont très faiblement, moyennement et nettement métisants. Les données relatives aux patients. Avec le col, tu établis un protocole de traitement anti-émétisant. Dans le traitement, les médicaments, dans les traitements des nausées et vomissements chimio-induits, les antagonistes 5-HT3 et les OC30 et les antagonistes anti-NK1 associés aux non-corticoïdes sont le traitement de première intention. Donc, ils ont permis l'amélioration, le contrôle des effets indésirables invalidants toujours redoutés des patients. هنا علاش نحطوا invalidants toujours redoutés؟ على خاطر بالحق انا واحد عنده كونسير ويوصل يبطل الدواء على خاطر نوزي وفوميسمون. باش تتصوروا قداش توصل تقلق لو باسيون. Et pourtant, mais avec les cétrons et les anti-NK1 et les corticoïdes, maintenant on peut contrôler les nausées et vomissements chimio-induits. Donc les vomissements liés à une gastro-entérite. Les gastro-entérites, chez surtout les enfants, provoquent des nausées et vomissements. Nausées et vomissements في الجاسترونتريت sont dangereux على خاطر هو déjà عنده la gastroentérite معناها عنده perte liquide وعنده nausée معناها il y a risque de déshydratation وتزيدوا nausées et vomissements, le risque de déshydratation il est encore plus important. Donc dans ce cas il faut contrôler surtout la déshydratation. Donc, les nausées et vomissements, les gastro-entérites sont souvent d'origine virale, particulièrement contagieuse.
notamment chez les enfants. Donc, en l'absence de signes de gravité, une hydratation orale est souvent bien tolérée et suffisante. En l'absence de signes de gravité, on ne donne pas un traitement anti-émétique. On fait uniquement la hydratation orale. La hydratation orale, comment ça se fait? C'est donner des petites quantités d'eau. Ou s'il y a le risque de vomissement, qui fait que tu as 2-3 millilitres, des petites quantités, 2-3 millilitres. Tu laisses l'enfant se reposer 2-3 minutes et tu lui donnes encore 2-3 millilitres, 10 millilitres. Reposer 2-3 minutes et tu lui donnes encore une petite quantité d'eau. Donc, c'est fractionner les quantités, fractionner la quantité d'eau et la séparer, et la distancier un peu dans le temps. Pour éviter le risque de survenue de nausées et vomissements. Sinon, les médicaments utilisés sont le dompéridone, le motulium, le méthoclopramide, le prampiron et la métoprimazine. Ces médicaments, les données récentes montrent qu'ils ne réduisent pas le risque de déshydratation lié au gastroentérite. Les risques في الفوميسمون nausées et vomissements شنو déshydratation. هذوما ينقصوا في nausées et vomissements. Les données ont montré qu'ils diminuent le risque de nausées et vomissements, mais ils ne diminuent pas le risque de déshydratation. Et récemment, l'ondansetron, antagoniste 5-HT3, a été proposé pour réduire les fréquences des vomissements, améliorer la tolérance de la réhydratation orale et réduire le besoin de réhydratation intraveineuse. Donc, les sétrons, ils sont utilisés pour les médicaments, les nausées et vomissements chimio-induits, mais ils sont aussi proposés pour le traitement des nausées et vomissements liés à la gastroentérite. Et longtemps, dans les études cliniques appuyées, ils ont montré une efficacité. C'est clair? Je connais des questions. Oui, c'est clair. Mais je connais des questions. قبل ما نتحدث بس les vomissements chimio-induits. باهي وحده ويحكي. خليو غدا تحكي عيد ميلادها اليوم وبعد نحكي معها. Monsieur, la spécialité à apprendre. Les spécialités, oui, à apprendre. Ils sont pas nombreuses. Les spécialités, les contre-indications, les indications, le mécanisme physiopathologique n'est pas à apprendre. معناها physiopathologie. Les deux schémas. Merci. Monsieur, Oui. monsieur, ou qui t'a une spécialité, une posologie, c'est apprendre, c'est ça? Les posologies ici sont à apprendre, oui. Généralement, je ne demande pas la posologie, mais surtout pour les antidopaminergiques. La posologie, il ne faut pas dépasser 30 mg par jour. Il faut la savoir. Voilà. Sinon, on traîne les patients dans le risque de dyskinésie ou d'arythmie cardiaque. Voilà. Il ne faut pas la dépasser, cette posologie. Parce que les effets indésirables, c'est montré que les effets indésirables sont reliés avec la dose et la durée de traitement. قد ما تكون dose أكبر، قد ما تكون durée de traitement أكثر، قد ما risque يكون أكبر. D'accord, merci. Monsieur. Oui. Monsieur, احنا déshydratation سببها الفوميسمون هكا ولا؟ سببها la diarrhée. سببها la diarrhée. Ah d'accord. Merci. Monsieur. Oui. Monsieur, أخف واحدة وأقل أضرار هي anti H1. Le plus efficace sont les citrons. Donc, quand on cherche efficacité, rapport bénéfice-risque, les citrons sont les mieux maintenant sur le marché. بعد les anti-H1 qui interviennent le mécanisme physiopathologique, ما نلقاهمش في الCTZ. Donc, ils ne sont pas efficaces contre tout type de vomissement. Mais surtout, ils sont efficaces contre le mal de transport. اما كان ترجع للشيما الاولاني وتشوف الريسبتور H1 ما تلقاهمش في الCTZ، ما تلقاهمش في السنتر دو فوميسمون، وتلقاهم في تلقاهم في
اللي وراء البطن مش اسمها L'oreille intérieure. Vestibulaire. vestibulaire, au niveau vestibulaire. Donc, c'est surtout pour le mode de transport. D'accord, merci. Voilà. Monsieur, bref, le vomissement retardé, ça diffère من patient en patient ولا يعني الفوميسمون شنو الفوميسمون روتاردي ما نلقاوش عند لي باسيون كولكيت والباسيون عندهم شنو فوميسمون روتاردي. انا جينيرالمون الباسيون ما عندهمش اما فما كيلكو باسيون كي ديفلوب سو سيندروم. Et malheureusement, la prépitant m'a neige في تونس. Il n'est pas encore commercialisé. Mais أنا نحب نسألكم est-ce que cette méthode de présenter le cours اللي عطيتهولكم comme PDF ونبدا نفسروا بشوية خير ولا le fait إني نعطيكم PowerPoint معناها ونبدا نحكي بالPowerPoint؟ PowerPoint monsieur. هكا خير بالعكس. هكا خير مسيو. هكا خير على هكا خير يعني. هكا خير مسيو. لا سي بون. أنا تصورت هكا وما الكور اللي عندكم تقدروا تتبعوا به خير من اللي تبدا حاجتين. On va passer le spasmolytique. Spasmolytique, moi je vais chercher un terme d'énergie. On a deux classes de médicaments, deux médicaments. وإن le cours تاع المرة الجاية نخليوه بعد غدوة. وبعد غدوة أنا نعملو بالتيم كان تحب. باهي مسيو. أي مسيو. بالتيم خير. ميرسي. Le cours نتاع CC1 أي بالتيم مسيو خير. Le reste du cours de CC1 sera ouvert demain. تلقاو فيه الكورات الكل. ونكملوهم ان شاء الله الكورات بعد غدوه بعد غدوتين بعد 3 غدوات. نعمل معكم لا الناس لا عياس ان شاء الله والجوت انتي هيستامينيك. باهي اون كونتيني نمشيو للسباسموليتيك. السباسموليتيك مش صعيب الحقيقه فيه مدرجين هذا. كيفاش بارتاجي كومبارتي بارتاج سباسموليتيك كومبارتي. Les spasmolytiques. Les spasmolytiques sont les médicaments qui vont diminuer ou inhiber le spasme. Donc les spasmes sont indiqués dans les antispasmodiques sont indiqués dans les manifestations spasmodiques douloureuses des voies digestives et urinaires, ainsi qu'en gynécologie et obstétrique. Donc, la gastro-entérologie, c'est surtout les colopathies fonctionnelles. En urologie, les coliques néphrétiques sont des coliques néphrétiques très douloureuses qui sont assimilées à un spasme urétral. Donc, les coliques néphrétiques, les médicaments antalgiques, l'adéine, palier 1, palier 2, ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que la douleur, dans ce cas, elle est surtout due à un spasme. Et du coup, les antispasmodiques sont beaucoup plus efficaces que les autres antalgiques. En gynécologie, les dysménorrhées sont les douleurs liées les règles pour les femmes. Donc, ce sont en gynécologie sont dus à entre autres à des spasmes. Généralement, on utilise les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec ou non les antispasmodiques. L'accouchement et les douleurs des règles présentent un caractère spasmodique. Dysménorrhée. Donc, l'espasme des musculis est considéré comme responsable de certaines douleurs et cette douleur entretient le spasme, d'où le recours aux antispasmodiques. La douleur due au spasme, elle va provoquer encore plus de spasmes au niveau des musculis. Donc, les antispasmodiques, on a deux classes de médicaments, les anticholinergiques et les spasmolytiques musculotropes. Les anticholinergiques, اللي كنا نشوفوا فيه c'est le butylurocine هذا le buscopan il est très utilisé هذا c'est la spécialité à prendre. Les deux autres sont moins fréquemment prescrites. Les antispasmodiques les anticholinergiques عندهم les effets des anticholinergiques اللي كلكم تعرفوهم et les effets les effets anticholinergiques, les hommes à la sécheresse de la bouche, buccale, les palpitations, la constipation, les troubles de l'accommodation. Et ces effets indésirables, كيف ما شفنا مع les antidopaminergiques, sont des effets indésirables liés au mécanisme d'action. Du coup, on va les trouver même à dose
à dose thérapeutique. Les doses usuelles, on va trouver ces effets indésirables. Donc, ceci limite un peu l'utilisation, le recours à ces médicaments. Surtout quand ces médicaments sont utilisés d'une manière momentanée. حس كوليك خذ بالوقت اللي بيسبقون باش تفرغ مش ياخذوا 2 3 4 jours de suite. Ils sont surtout contre-indiqués en cas d'adénome prostatique. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent une rétention urinaire. Et comme ils provoquent une rétention urinaire, ils seront contre-indiqués en cas d'adénome prostatique. Ils sont contre-indiqués aussi au niveau de glaucome parce qu'ils provoquent une augmentation de la pression intraoculaire. Donc, à part les anticholinergiques, on a les spasmolytiques. Les spasmolytiques musculotropes. Donc, ils vont agir au niveau de la musculature du muscle lisse. Ils vont inhiber les spasmes. Ils sont surtout utilisés au niveau des douleurs des lithiases urinaires et biliaires. Donc, lorsqu'il y a un caillot au niveau des urinaires ou une lithiase urinaire ou biliaire, on va utiliser les spasmolytiques musculotropes. Ils sont utilisés aussi en cas d'hypermotricité colique associée au diabète, ainsi que dans le syndrome de l'intestin irritable. On a plusieurs gastrologues avec les antidiarrhéiques et les spasmolytiques, parce que parfois, avec la diarrhée, on trouve des douleurs coliques qui sont associées. Donc, que sont les médicaments les plus prescrits, les plus utilisés, sont la trémébutine pour l'ospasmie et le fluoroglucinol, le spasmocal. Et ces médicaments, on va les trouver sous forme orale et sous forme intraveineuse. Sous forme intraveineuse pour surtout les coliques néphrétiques. Alors, les coliques néphrétiques, le patient aime chez l'urgence tellement la douleur elle est aiguë, elle est insupportable. Donc, fluoroglucinol par spasmocal par voie intraveineuse. Et en quelques minutes, le patient il est soulagé. La conduite de traitement. Les antispasmodiques anticholinergiques sont actifs, mais les effets indésirables, on limite leur utilisation à forte dose et à long terme. Donc, on ne va pas les utiliser. Et plutôt leur utilisation limitée à la cause de leur effet indésirable. Les antispasmodiques musculotropes sont mieux tolérés et adaptés au traitement à long cours. Donc, il fait deux médicaments, deux classes de médicaments, quelle classe fait deux médicaments? Oui. Monsieur سامحني شو اسمهم les principaux médicaments تاع هذا شو اسمه Ils sont soulignés. monsieur قلت ثلاثة. Ils sont soulignés, حطيتهم soulignés في الكور. اوكي. monsieur sinon سؤال في الكام تاع ليتياز بيلير مثلا معناتها ما نعطيوش أونتالجيك نعطيو هذا الأنتيسبازموتيك نجم نعطيو حتى الزوز انت والدولور. اما généralement les paliers 1 ou paliers 2 ne sont pas efficaces. Le patient, je connais des parents qui ont des lithiases urinaires et lorsqu'ils ont une crise de lithiase, une crise colique ou la crise de lithiase urinaire, la douleur elle est insupportable et seulement c'était les spasmolytiques musculotropes qui peuvent les soulager. ومسيو نجمو نعطيوهم sans ordonnance musculotrope je crois ما نعرفش الحقيقة ما نعرفش تابلو بي ولا تابلو ما نعرفش تابلو ولا. Monsieur, Oui. ما نحفظوا كي نسوليني monsieur في les principaux médicaments. Oui. Merci. Ben, c'est bon, on a fini aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, بعد غدوة نعملوا مساعتين كالعادة. أي monsieur, خليها مساعتين. Ben. Donc, j'espère que c'était instructif. J'espère que ça va vous aider. Et à mercredi, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.